Tu vois, ils disent qu'il y a beaucoup de pêcheurs du Groenland qui meurent parce qu'en fait, ils savent pas nager. C'est marrant. L'homme est au milieu terme. Son organisme tente toujours de maintenir sa température à 37. Le noyau central renferme le cœur, les reins, le cerveau. 32 degrés au cerveau et c'est l'évanouissement, suivi plus tard de la mort. 28 degrés au cœur et c'est la mort immédiate. C'est le proto qu'on va passer en proto. C'est avec ça qu'on essaye de vous balader. Ouais, de vous balader. L'objectif c'est de s'immerger pour pouvoir avoir des sensations pour savoir comment on va faire quand on va tomber dans la flotte en fait. Donc on se fait un trou. Tu me prends ça, hein, parce que ça c'est... Vous me prenez nous là. Donc là en fait on va juste voir ce que ça donne si on tombe avec le proto. Non, non, c'est pas ça, c'est juste ça. Il y a un petit rayon de soleil, il va faire des images là. Vas-y, avance-toi là-bas. Et en marchant, du coup. Heureusement il est assuré. On pose un machin avant, en permanence. Donc quand la personne tombe, en fait, tout de suite, non, on met une broche à glace. L'avantage c'est qu'on n'utilise pas beaucoup de matériel, quoi. Très très peu de matériel, donc comme ça on est léger. Je peux me détacher. Je mets de la part. C'est bien. Ah, c'est bien. Et voilà. C'est l'objectif, mais pas les mains Vous serez attachés comme ça tous là? Ah ouais. Les uns avec les autres. C'est craignos, ouais. Là on s'entraîne, c'est comme si plutôt on était en terrain avec une crevasse quoi. Il leur montre la technique. Dans l'eau ça va plus vite, on se détache. Tu prends le pic à glace, tu remontes. Là on a fait Mâcon à minuit et demi en kayak. C'était un peu givré. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un peu de cascade de glace. C'était un peu frais aussi. Et voilà, troisième sortie. D'accord, on apprend quelques techniques là, c'est ça? Ouais, pour simplifier les techniques on les a, mais il faut essayer de simplifier en poids et puis en matériel. Donc voilà. Donc c'est indispensable. Pour partir avec le moins lourd possible. Ouais. Et ces entraînements Et éviter d'oublier le moins lourd possible, mais avec le minimum nécessaire quand même, quoi. Donc voilà, on va multiplier un peu les opérations jusqu'au départ. Quitte à aller au nord, pourquoi pas aller au Svalbard nous aussi. On s'est dit on va se faire un tracé à nous, un peu cercle aventure, un peu engagé quoi. Et donc on a commencé à regarder toute la cartographie. Puis on s'est dit on va relier Longyearbyen à Pyramiden. Longyearbyen c'est le Far West. Alors là c'est assez exceptionnel aussi. En ville tu vois les mamans avec leurs poussettes et le fusil en bandoulière. Le port d'armes est obligatoire. Tu peux être verbalisé si tu n'as pas ton arme à feu sur toi. Il y a beaucoup de mines. Il faut encore un peu d'exploitation de charbon. Beaucoup de recherche, de la recherche agronome, avec le grenier à grains de la planète. Donc c'est vraiment tourné vers la recherche scientifique. Donc voici l'endroit en fait, le grenier à grains de la planète.
notre premier entraînement congélateur. La température n'est pas très basse. Enfin, il faut bien commencer, s'habituer à mettre les habits. C'était juste vraiment histoire de voir un peu notre matériel, comment est-ce qu'on allait l'installer. Ça coince! Oh là, il fait que 0, hein. Et dans 15 jours, il fera moins 24 ici. Là, on testait notre première tente, qui n'a pas été celle de l'expédition, mais qui avait le mérite au moins d'exister. Et puis, ça nous a un peu mis en jambes. Deuxième entraînement, là, pour une nuit, carrément, là, passé, et cette fois, il fait moins 25. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on monte les patins comme ça, qui fait moins 25? Et ben, on ressent rien, justement, parce qu'on a les doigts complètement gelés. Donc, on ressent pas grand-chose. On sent que sur place, ça va être assez compliqué. Une chance pour nous, c'est Fabrice qui va les monter, parce que comme il arrive 3 jours avant nous, eh bien, il aura la part belle et il va monter les Poulcos en plein air. Un petit peu de marche à pied avant d'aller s'enfermer dans nos duvets pour passer une bonne nuit. Ah, il fait fraîcheur. Voilà. Ah, bien. C'est ça les tests, hein. Il faut servir à ça, on monte les tentes à l'envers. Mais ça paye. Le jour J, on la montrera à l'endroit. On en profite aussi pour tester nos vestes d'arrêt, hein, ces vêtements très chauds en duvet, qui vont nous permettre de tenir le coup face aux températures très très basses que nous allons subir sous ces latitudes. Et ben voilà. Comme il y avait les Fenouilles qui transportaient les palettes de glace et de poissons surgelés, Jeff n'a pas pu dormir, Fabrice très peu, et moi j'ai dormi vraiment comme un loir. En fait, on a une progression dans une neige qui est assez dure, qui fait du bruit. C'est dû à la température assez froide. Donc une grande partie en ski de rando et poulka pour remonter de longueur bille le long du fjord sur ces grandes parties planes. Pour Laurent. Taillot. Les distances étant importantes et le relief étant assez similaire, très plat, très long, sans point de repère, on arrive à marcher plus de 2 heures sans avoir de changement de paysage, jusqu'à arriver en fait au moment où les montagnes vont nous empêcher notre progression à ski. On avait fait une bonne progression avec les Poulcos, et puis on arrive sur ce qui devait arriver, c'est-à-dire trop de dénivelé, on ne peut plus avancer, donc on prend une option nautique. Donc là on a une paroi d'environ 15 mètres de haut de glace, donc on va la descendre en rappel, on va descendre au Poulco, et puis en fait on va passer ce cap rocheux à la pagaie, comme c'est prévu avec les Poulcos. J'y vais. Sur lequel? Sur le petit. Le petit? Non, sur le gros. Rien que pour ce petit passage, on a mis plus d'1 heure entre l'amarrage, le système de descente, s'équiper en combinaison aquatique. Donc le moindre obstacle prend énormément de temps à se mettre en place. C'était pas spécialement prévu, non. Du moins, pas aussi rapidement. C'est la première fois qu'on testait les 3 Poulcos en même temps, en fin de compte. Donc pour nous, c'était là, pour le coup, c'était vraiment un moment important. On était tous super excités. Ben voilà, hein. On va y aller maintenant. Ouais. On va garder les casques parce que des fois il y a des chutes d'iceberg. Allez, en avant! Pascal et son équipe, et puis Jean-François, qui est à l'origine du projet, ça a été vraiment le moment important de l'expédition. Sans nos Poulcos, rien n'aurait été possible, puisqu'on n'allait pas se trimballer une poulka, des skis, un canoë-kayak, enfin bon, ça aurait été impossible. Passer la nodée qui est là, on va le déplacer de 5, plus 5, moins 5. Voilà.
La conception du bateau n'a pas été sans mal, hein, puisque elle a duré le temps de l'expédition. Elle a commencé le jour où on a décidé de partir, puisque Jeff avait déjà une idée de ce qu'il voulait. Ça s'est arrêté 10 heures avant l'envol pour Pyramidon. Pulco, en fait, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est entre la pulka et le canoë qui va sur l'eau. Donc pulka, on a enlevé le A, et puis eau pour l'eau, donc pulco. Conception de 2 boudins latéraux qui sont reliés entre eux par une membrane. Et puis pour le reste, on est dans le même type de conception que sur un airboat. L'ensemble est soudé, aucune couture. Comme ça évite notamment tout ce qui pourrait être fuite, puisqu'on est sur du gonflable. Donc une grande attention a été mise sur toutes ces parties soudures, hein, puisque il ne fallait pas qu'elles nous lâchent une fois sur place. On a toute une partie en atelier en fin de compte, hein, où Jeff, Pascal ont fait des mesures. Et puis ensuite, on a eu une partie en fait test en milieu naturel. Hein. Donc en fait, on est allé sur le Rhône à côté de chez nous. Il y a une rivière artificielle, donc on a pu faire nos tests de navigation au calme et de la voile. Et puis ensuite, on a testé notre pulco en eau vive pour voir en fait son comportement dans le bouillon. Ça va faire attention de ne pas casser la pagaie. Parce que comme la pagaie est en carbone, c'est assez fragile le carbone. Donc il faut faire attention de ne pas taper un caillou. Allez. Ce qui devait arriver arriva. Les eaux libres qui avaient été prévues initialement sont transformées en une espèce de mélasse géante où on était quand même bien ballotté par cette houle de glace. Des progressions vraiment difficiles et très techniques. Oh, il fait moins 15. Ça va? Hein? Pour être pire? Puisqu'il fallait vraiment slalomer entre les blocs, en faisant attention de préserver au maximum et nos pagaies carbone et puis nos bateaux, qui sont quand même des bateaux gonflables. Donc de grands moments. Là, on est 3 de front, mais la plupart du temps, on marchait en file indienne. Il y en a un qui ouvrait, et puis les deux faisaient un peu l'abeille Flandre et poussaient le tout. On se donnait un petit peu d'élan pour progresser sur la glace, la casser, et puis on créait un chenal en fait. Jour et nuit. On a vu un phoque. Tiens, lâche-moi, je recule un peu là, je suis confortable. On t'a vu, mais. Plastique. Et voilà le soleil. On va faire 4 heures hein. On va faire 4 heures. Ah, ça tire hein. Pour moi, c'était le meilleur moment du voyage. Pour moi, je trouvais que c'était surréaliste. Ouais, c'était vraiment bizarre. On était au milieu des éléments, là, sur notre plaque de glace. D'ailleurs, étrangement, c'est pour moi le meilleur souvenir, mais globalement, c'était peut-être le moment où on a le plus galéré, puisqu'en fait, on a marché très longtemps et on était sur une plaque dérivante. Donc on a dû marcher quelque chose comme 4 heures. On a dû faire 2 km. Parce qu'en fait, nous, on avançait, la plaque reculait. Pour finaliser le campement, on met le fil à ours. Donc le fil à ours, en fait, on met 4 piquets autour de notre campement. Et tous les piquets sont reliés avec un fil de fer qui lui-même est relié à des grenades détonantes. Donc quand on arrive, il y en a un qui fait fondre de la neige pour faire de l'eau pour la nourriture, pour la réhydrater. Et puis il nous faut de l'eau pour notre consommation journalière. Fabrice s'endormait en 15 secondes. Moi en 40 secondes, Jeff on sait pas parce que on s'endormait toujours avant, donc, mais il dormait aussi.
Bah oui. C'est à partir de ce cap-là qu'on a fait notre traversée, qu'on a traversé le fjord pour rejoindre en fait l'autre côté de l'île, pour rejoindre ensuite Pyramiden. Donc on a cassé la croûte au bord du fjord. L'eau elle était bien dégagée, une eau limpide, on s'était dit bon là ça va bien se passer. On avait calculé au préalable à peu près 1h30 de traversée qui s'est transformée en 11 heures de galère en fait. Donc en fin de compte, on est passé par tous les états de la glace. On partait en eau limpide et puis bien sûr en fait avec la perspective où on avait l'impression que le fjord était dégagé jusqu'au bout, en fin de compte les distances sont tellement énormes, en fin de compte là où porte le regard, on voit ce qu'on a devant nous et on ne voit pas ce qui vient derrière. Donc en fait on partait en ramant dans une espèce de petite mer intérieure, on était sympa, tout allait bien, puis d'un seul coup la glace commence à prendre l'eau commence à prendre la consistance un peu de la colle à tapisserie, puis après la consistance du granité, puis après c'est tellement dur que les pagaies raclent la surface de la glace, donc des progressions titanesques. Puis là sur cette traversée on a terminé avec Jeff qui ouvrait la voie avec les piolets, donc en termes de stress c'était assez exceptionnel parce que être sur la glace avec 2 piolets puis un bateau gonflable, bon, faut être zen. Hein. Après la traversée, quand on est arrivé, il faisait super froid, il y avait des traces d'ours de partout, et il y a un lit, donc ça traverse. On était frigorifiés, donc ça a été un peu dur de monter le camp, faire fondre de la neige, là, on a un peu galéré. Conditions de progression plus difficiles, un peu moins bonnes, du brouillard et puis de la neige. Donc des conditions de progression plus difficiles. Donc on peinait un peu avec les pulcos parce qu'on progressait dans de la neige fraîche. Alors, beaucoup de faune, notamment des rennes. Sur ce jour-là. De loin, on a eu un peu peur au début, on s'est dit un troupeau d'ours. On s'est dit non, les ours, ça ne vit pas en troupeau, alors on s'est dit peut-être des loups. Mais non, c'était des rennes. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant, puis en plus, comme c'est des animaux qui n'ont pas l'habitude de voir l'homme, on est vraiment dans des régions très éloignées, donc ils sont très curieux. Ils se sont approchés de nous, ils étaient à 5 mètres. Ils n'ont pas peur. Ouais, on est content de les voir parce que ça. Quoi qu'on en dise, ça reste des grandes traversées, ça reste monotone. Donc le fait de voir un peu de faune, ça agrémente le parcours. C'est vraiment le pays du silence. Quand on est en partie aquatique, il y a quelques oiseaux, mais ils font pas trop de bruit. Sinon, c'est vraiment le pays.